c'est que dans le premier bien, j'ai eu des problèmes avec l'ancienne locataire, ça s'est fini au tribunal, problème avec l'urbanisme, parce que les travaux avaient été faits sans permis d'urbanisme, problème avec les voisins, et alors un budget rénovation qui a été multiplié par 3. Visiter, 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 visiter. Plus tu visites, plus tu vas avoir un moment, moi j'appelle ça une licorne, une licorne, une licorne, une licorne. Bonjour Laurent, tu es investisseur immobilier, coach, formateur. Est-ce que tu peux te présenter pour nos différents internautes? Donc voilà, je m'appelle Laurent Schmitz, je suis liégeois, donc en Belgique, investisseur maintenant d'un peu plus de 10 ans. Donc j'investis maintenant en Belgique et sur 2 autres continents, donc j'investis également sur Bali et au Mexique. Voilà, j'ai eu l'occasion d'investir dans plusieurs types de biens. J'ai également été coach immobilier, j'ai accompagné des gens à devenir propriétaires ou multipropriétaires. Et j'ai eu l'occasion également de faire de la télé en ayant une émission qui s'appelait Le Magimo, qui parlait que d'immobilier, tout ce que j'aime. Et au niveau chiffre, ça donne combien en termes d'opérations? En termes d'opérations, à l'heure actuelle, j'ai dû faire plus d'une centaine d'achats immobiliers. Ouais, on a dépassé ce montant depuis quelques mois même, peut-être pas une année peut-être. Ok, félicitations. Et du coup, comment tu as démarré dans l'entrepreneuriat? Comment tu es arrivé à ce parcours finalement immobilier? Alors un peu par hasard, parce que j'étais à l'époque salarié. J'ai très vite compris que le salariat, c'était pas fait pour moi parce que j'avais vraiment un problème à ce qu'on m'impose des horaires, à ce qu'on m'impose un revenu. J'étais un petit peu frustré de ne pas être rémunéré à ma juste valeur si j'arrivais à faire des bons chiffres pour mon employeur, de ne pas avoir de récompense, de ne pas avoir un certain pourcentage. Et donc, je me suis directement orienté sur l'entrepreneuriat. Et donc, je suis devenu indépendant très jeune, j'avais 22 ans. Et voilà, donc j'ai commencé là-dedans, qui n'était pas du tout dans l'immobilier, c'était dans les assurances. J'y ai travaillé en tout 3 ans. Et dès que j'ai commencé à gagner de l'argent, j'ai pu investir dans mon premier bien immobilier. Et là, par contre, il y a une petite passion qui a commencé voilà, je sais pas, à se nourrir à l'intérieur de moi. Et donc de là, j'ai commencé donc, à 23 ans à faire mon premier achat immobilier. Et depuis, je ne me suis jamais vraiment arrêté. Justement, tu parles de ton premier bien immobilier. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui débute, qui démarre dans l'immobilier? Je Peut-être pense, soit en tant que jeune ou… Ouais, qu'on soit jeune ou un petit peu moins jeune, c'est de commencer le plus tôt possible, le plus vite possible. Donc, c'est la personne qui a déjà, je sais pas moi, 40, 50 ans, qui regarde la vidéo maintenant, se dit est-ce que c'est trop tard? Pas du tout, mais c'est de commencer maintenant. Donc, pas attendre justement encore 5 ou 10 ans pour investir. Ne pas être trop gourmand. J'entends beaucoup de gens qui disent je veux avoir la belle maison avec carport pour 2 voitures, 6 chambres, ouais, des énormes projets. Moi, je conseillerais de faire ce que j'ai fait au tout début, c'est d'acheter une toute petite maison, une maison dans laquelle moi je ne me verrai jamais vivre, pour justement un peu se mettre le pied à l'étrier, pour se démarrer? former et être certain que le projet soit finançable. Ok, super. Et d'ailleurs, on parle très peu des challenges de l'immobilier. J'imagine que tu en as eu pas mal. Tout le temps. Et quels ont été tes plus gros challenges et comment tu les as surmontés? Les plus gros challenges que j'ai eu, c'était avec mon premier bien immobilier. Alors, il n'y a pas un bien que j'ai acheté où il n'y a pas eu un challenge ou problème, ça dépend comment on le voit. Moi, je dirais même une expérience. C'est que dans le premier bien, j'ai eu des problèmes avec l'ancienne locataire, ça s'est fini au tribunal. Problème avec l'urbanisme, parce que les travaux avaient été faits sans permis d'urbanisme. Problème avec les voisins, et alors un budget rénovation qui a été multiplié par 3, alors qu'à l'époque, j'avais vraiment pas beaucoup de liquidité, donc c'était vraiment très très compliqué. Mais je te dis, à chaque projet, il y a à chaque fois des problèmes ou des expériences. Et comment est-ce que tu surmontes tout ça? Qu'est-ce que tu mets en place pour tenir le coup? Parce que j'imagine que là, tu parles d'un Ouais. challenge parmi tant d'autres. C'est la vision que j'ai. J'ai jamais Ok. voulu arrêter l'immobilier, pourtant j'ai eu 1000 occasions de le faire avec les différents problèmes que j'ai pu avoir, mais ma vision était tellement définie et j'étais certain, entre guillemets, d'arriver à mes objectifs, que peu importe les problèmes qui se mettaient sur ma route, euh, je le défonçais, quoi. Franchement, Ok. si voilà, j'ai un problème avec l'urbanisme, je vais attaquer le problème. Je ne vais pas me laisser ça dans un carton. Je vais me renseigner, je vais Ok. m'entourer peut-être de professionnels. Je pense à un architecte pour ce projet-là qui était réputé pour être vraiment très bon en régularisation. Et alors, quand j'ai d'autres problèmes, comme par exemple un budget de travaux qui est plus grand que prévu, ça m'arrive de relever mes manches et à mon tour de retourner sur chantier pour régler ça et pour finir enfin le Donc être chantier, quoi. proactif et bien s'entourer. Tout à fait. Je suis parti récemment, si je prends le cas de cette année, je suis parti un mois en Afrique. Je suis revenu, les chantiers n'avaient pas du tout avancé comme c'était prévu. Et là, j'avais 2 solutions. Soit la première, c'est de me dire, je vais un petit peu les bousculer pour dire, écoutez les gars, vous n'avez pas respecté vos délais, on va y aller. J'ai plutôt choisi la deuxième option qui était, non, c'est moi qui ai repris Relever les les manches chantiers et y en aller. cours. Ça m'a saoulé, clairement. J'avais pas envie de le faire, mais je voulais que ces chantiers-là se terminent. Il y avait 7 chantiers en tout qui étaient
en cours. Donc j'ai remotivé les équipes pour travailler. J'ai un peu engueulé certains entrepreneurs, parce que c'est des entrepreneurs à chaque fois différents pour les projets. Et ouais, ça m'est arrivé d'aller avec ma camionnette, d'aller avec ma remorque, dégager les crasses qu'il fallait, meubler certains appartements, alors qu'à la base, j'avais délégué ça euh, à une équipe spécialisée là-dedans. Mais donc voilà, j'ai un peu repris ces problèmes-là Ok. à ma charge, parce que mine de rien, l'immobilier, c'est un peu comme une entreprise. Quand ça ne tourne pas comme on veut, la seule personne qui est responsable, c'est nous-mêmes. Et donc, je me suis dit, allez, on va faire ce qu'il faut. Justement, en parlant de déléguer, selon toi, comment bien déléguer? Alors, bien déléguer, c'est très compliqué. Ça, c'est clair. Je pense que la personne qui veut se lancer dans l'immobilier, si elle part du principe que ça va être facile, il ne faut pas le faire. Mais par contre, déléguer, il faut essayer de déléguer le plus possible, que ce soit la gestion du chantier. Quand c'est des gros chantiers, je passerai directement par un architecte. Maintenant, quand c'est des plus petits travaux, si on délègue le fait d'avoir un entrepreneur qui va commencer à faire la rénovation, je ne sais pas moi, changer le sol, repeindre et mettre une nouvelle cuisine, même si c'est un petit chantier, je conseillerais à tout le monde de faire un petit peu une ligne du temps, validée par l'entrepreneur pour être certain qu'il respecte les délais. Pourquoi pas un contrat aussi qui donne certaines amendes, certaines astreintes s'il ne respecte pas les délais. Alors en théorie, c'est ce que je conseillerais. Encore maintenant, moi, je ne l'applique pas toujours. J'ai toujours tendance à trop faire confiance. C'est ça. Mais voilà, déléguer au maximum cette partie-là pour se concentrer sur ce qu'on est très bon. Si on est très mauvais pour faire des travaux, je conseillerais de prendre un entrepreneur pour faire les travaux, d'essayer de faire tout Oui, c'est souvent la soi-même. problématique pour les investisseurs, c'est les travaux, je C'est les pense. travaux, Ouais. c'est effectivement. Malheureusement, il n'y a pas un bon entrepreneur, encore même à l'heure actuelle, après 10 ans d'investissement, que je pourrais recommander. Donc, il faut accepter le fait que, Le à un challenge est de moment, devoir suivre l'investissement. tout le temps. Et justement, on parle de ça parce que le plus important, du coup, c'est le potentiel du bien. Et comment toi, tu définis le potentiel d'un bien? Comment tu sais que c'est une pépite pour Ah, tes investissements? je fonctionne un petit peu différemment que d'autres investisseurs. Je sais que certains fonctionnent au prix au mètre carré. Moi, j'ai jamais fonctionné comme ça. D'ailleurs, je ne regarde jamais réellement le nombre de mètres carrés quand je visite un bien. Mais comme je n'ai pas été formé par l'immobilier, je n'ai pas une formation là-dedans, que je suis très autodidacte. J'ai appris par moi-même un peu à visualiser le marché. J'ai toujours fait en sorte d'être spécialisé dans une zone. Donc, par exemple, moi, j'achète principalement à Liège. J'ai un 95% de mon parc immobilier, 95% pour les Français, de mon parc immobilier qui est à Liège. Je connais très bien cette zone. Je ne serais pas à l'aise d'aller acheter à Bruxelles et tout ça. Et il y a un peu ce feeling qui s'est créé avec le temps, de me dire, OK, j'essaie de budgétiser la partie travaux. Je vais toujours augmenter de 20% le budget que j'ai budgétisé, parce que je ne suis pas professionnel là-dedans. Et puis, je vais me faire un petit peu entourer par des Plutôt une professionnels. bonne analyse de marché, c'est ça? C'est ça, une bonne analyse de marché, voir un petit peu ce qui se vend ou ce qui se loue autour de mon bien. Si je vois qu'il n'y a rien qui se loue, c'est plutôt positif. Ouais. Si je vois par contre qu'il y a, quand c'est un bien pour louer, quand je vois qu'il y a beaucoup de biens à louer, je vais regarder le prix de la location, mon prix d'achat, et je vais toujours m'assurer que mon loyer sera toujours supérieur à mon crédit. Ok, super. Et est-ce qu'il y a une stratégie particulière qui a été la plus fructueuse pour toi dans tout le parcours? Visiter, visiter, visiter. Visiter, visiter, visiter. Visiter, visiter, visiter. Plus tu visites, plus tu vas avoir un moment, moi j'appelle ça une licorne dans l'immobilier, la pépite qui va vraiment sortir de terre. Et c'est comme n'importe quelle personne qui cherche cette petite pépite. Je pense aux petits mineurs qui allaient creuser, creuser, creuser pendant des heures, des journées, des semaines, des années, pour à un moment tomber sur la pépite. Si à un moment tu ne creuses pas, donc en l'occurrence si tu ne visites pas, tu ne peux pas à un moment tomber Pour en trouver sur une cette d'entre elles pépite. qui sera la pépite. La pépite, voilà. Il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, mais j'ai fait 3 visites, il n'y a rien qui fonctionne. Pendant que toi, tu en as fait 3, j'en ai fait peut-être 30 de visites. J'ai la chance maintenant d'en faire Tu as beaucoup combien en moins. moyenne de visites pour trouver ta pépite? Pour trouver une pépite, c'est plus de 100 visites. Ok. Par contre, dans les 100 visites, il y en a peut-être 10 que j'aurais acheté de biens. Qui sont un petit peu moins bons, mais Qui sont peut-être un peu moins bon, pardon, mais ce n'est pas la pépite. La pépite, c'est le bien qui est soit bien en dessous du marché, soit mal exploité parce qu'il est mal loué ou parce qu'il y a un projet. Ça aussi, c'est intéressant des fois d'aller à certaines conférences, certains congrès organisés par les villes qui vont parler de nouveaux projets, des nouveaux écoquartiers qui veulent lancer tout ça. Parce que en allant là-bas, on sait plus ou moins ce qui va se faire dans les 5-10 prochaines années. Et des fois, moi, j'ai acheté dans certaines villes un peu très décoté, on va dire ça, aux alentours de Liège. Et où là, j'ai acheté des biens vraiment pas chers. Et maintenant, il y a des énormes projets qui sont en train d'être faits. Et d'ici 4-5 ans, c'est des biens, des maisons, des appartements qui vont valoir plus ou moins 1,5 fois, 2 fois le prix auquel je les ai payés. C'est ça, oui, prévoir aussi ce qui va se passer par la suite. Prendre le temps d'anticiper, tout en toujours en se faisant confiance, parce que c'est pas parce qu'un
un bourgmestre ou un maire va dire on va refaire tout le quartier qui va être refait demain. C'est C'est ça. souvent des projets qui se font entre 5 et 10 ans. Ouais. Donc il faut être un petit peu visionnaire vers ça. Et être certain que même avant d'arriver à ces 5 ou 10 ans, le projet Ouais, est donc tu viable les gardes maintenant. pour la location alors, ces C'est de projets-là. la location, oui, tout Ouais. à fait. Quand j'achète pour de la revente, alors là, j'ai un œil qui est complètement différent. Je vais plutôt analyser un bien qui est peut-être un petit peu dans son jus, qui n'est pas bien entretenu, qui a un mauvais PEB, qui est peut-être sale, qui manque un peu de rénovation, de rafraîchissement, et faire en sorte d'apporter un bien qui est livré clé sur Ouais. porte. Cette année, je me suis un peu spécialisé là-dedans. C'était plus pour m'amuser qu'autre chose, mais je me rends compte que c'est très lucratif. Des biens que j'ai achetés, que j'ai rénovés ou dans lesquels j'ai fait du rafraîchissement et que j'ai revendu meublés. Mais Ok. j'allais jusqu'à la petite bougie, le petit cas, le petit Donc, miroir. selon toi, les investissements, non, les clients, les acheteurs, ils achètent juste pour le visuel alors. C'est ça, j'ai deux types de clients quand je fais de l'achat-revente. J'ai mes clients investisseurs qui, eux, vont plutôt regarder une rentabilité. Et avec eux, des fois, je vais acheter un lot d'appartements, 10 appartements, que je vais acheter un immeuble complet, que je vais diviser. Je ne vais pas faire de travaux. Ça. Je vais juste le revendre, l'appartement dans l'état. Et eux-mêmes vont l'acheter moins cher, vont pouvoir le rénover. Ouais, Ça, c'est ma ok. première cible, on va dire, de clients potentiels, des investisseurs. Ok. Et là, j'ai la deuxième partie qui est la personne qui va vouloir vivre dedans. C'est pas du tout le même Je vois. profil. S'il y a le moindre petit travaux, même des fois un mur à peindre, ils disent ah, c'est trop pour moi, qui Déjà sont vraiment compliqué. dépassés. Et Donc, du donc là, maintenant, homestaging, c'est ça. ok. Mais le homestaging, je vais vraiment très très loin Ok. dedans. Je vais mettre des beaux luminaires. Je vais vraiment investir beaucoup d'argent. Je vais pas mettre du mobilier Ikea. Je vais plutôt mettre du mobilier Maison du Monde. Des fois, certains trucs de décorateurs un peu plus connus, ou en tout cas qui ressortent Donc, du tu les lot. vends meublés. Je les vends meublés, mais le mobilier ne fait pas partie de la vente. Mais Ok. tout est à acheter. D'accord, mais tout est acheté. Oui, c'est une bonne Et les stratégie. 3 dernières ventes que j'ai faites là, sur le dernier, un peu plus d'un mois, là, sur le dernier mois qui va de s'écouler, les 2 des 3 veulent acheter tout le mobilier qui est dedans. Ok. Et alors, sur un appartement auquel je pense une chambre, il y avait 13 000 euros de mobilier, donc c'est déjà un budget. La personne dit, mais non, non, mais je veux tout garder, comme c'est là. La moindre petite bougie que j'avais achetée, elle veut l'acheter. Oui, donc les acquéreurs aujourd'hui, ils veulent que ce soit simple. Ils veulent que ce soit simple. simple. La plupart, en tout Mhm. cas, Ouais. dans ma cible, quand je vends pour des particuliers qui veulent habiter, faire une résidence principale, il y en a même un qui a acheté la maison que j'avais rénovée pour en faire un Airbnb. Tout était déjà là. Il manquait peut-être le sel et le poivre, hein, mais tout était là. Et Tout donc, était elle a vraiment tout pensé. acheté. Tout acheté. Donc elle a acheté le bien au prix C'est ça. que moi je voulais, donc le prix le plus haut. Et en plus de ça, on a rajouté le mobilier. Ok. Et le gros avantage pour eux, c'est qu'ils peuvent vraiment arriver, déposer leurs valises, habiter dedans ou Ça. directement mettre en location Donc, ils ont moins de temps, Airbnb. donc c'est plus facile. Et un des 3, la personne a dit non, mais j'ai déjà mon mobilier, ça ne m'intéresse pas. C'est pas grave, je vais reprendre tout le mobilier. Donc les actes Pour sont un autre prévues en projet. janvier. Ça va soit aller dans un autre appartement entre-temps, Ok. ou ça va retourner à mon entrepôt, parce que j'ai acheté un entrepôt qui est prévu juste pour stocker Dans tout le ça. but ouais, de Ouais. mettre les Un meubles. petit entrepôt, un 80 mètres carrés, qui est prévu Ok. juste pour stocker entre différents biens. Ouais. Ok, super. Et donc, quel enseignement de vie l'immobilier t'a apporté? Le courage et la détermination et l'audace, je pense. Il faut être très audacieux pour se lancer dans l'immobilier parce que la majorité des gens ne nous encouragent pas à le faire. Beaucoup de gens nous encouragent à acheter le dernier iPhone parce que c'est hype, parce que c'est à la mode. Beaucoup de gens nous encouragent à avoir un CDI parce que c'est rassurant. Mais peu de gens t'encouragent à C'est t'endetter, ça. à avoir beaucoup d'argent. Ni même les professionnels de l'immobilier. Non, ah oui, il y a beaucoup de banquiers qui ne comprennent pas C'est ça. ce que je fais. Non, non, ça c'est clair, qui disent, mais à quel moment tu t'arrêtes? Et je leur réponds, mais pourquoi je devrais m'arrêter? Et ils n'ont pas la réponse. Moi non plus, je ne l'ai pas. Pourquoi je n'arrête pas demain? Je ne sais pas, tant que ça m'amuse, tant que c'est quelque chose qui me challenge et qui m'excite, je vais continuer de le faire. Mais donc voilà, oui, le courage de se dire, ok, je vais faire quelque chose qui est différent des autres. Tout le monde, enfin la plupart des gens, à un moment dans leur vie, seront propriétaires, mais très peu seront multi-propriétaires. Et je trouve ça un peu dommage parce que, mine de rien, on a l'impression que c'est de l'insécurité d'avoir des crédits, alors que moi je trouve que ça va apporter une certaine sécurité d'avoir plusieurs biens. Je ne sais pas, moi, tu achètes plusieurs biens immobiliers, dans 10 ans tu perds ton travail parce qu'il y a une restructuration, on le voit, c'est très courant hein, pour l'instant. Si tu te retrouves, je sais pas, à devoir perdre ton travail, de un, tu n'es pas à la rue, et si finalement tu as du mal à retrouver un travail parce que tu es un peu plus âgé ou parce que tes compétences ont évolué, tu peux toujours revendre un bien. Peut-être que tu l'as acheté il y a 10 ans, tu ferais une plus-value de 100 000 euros. Tu es déjà plus confortable quand tu as 100 000 euros sur un compte et plus de travail que d'avoir juste un Mais donc, chômage. tu t'es plus écouté de toi. Toujours. Si tu avais écouté les autres, peut-être que tu aurais abandonné. Si j'avais écouté mon entourage, qui est toujours bienveillant, hein, ça part toujours de quelque chose de positif, mais je pense que je serais toujours vendeur
dans un magasin à toucher moins de 2000 euros par mois et à devoir partir qu'une fois en vacances par an, devoir acheter cet iPhone, mais à crédit, malheureusement, et de ne pas pouvoir réaliser chacun de mes rêves, quoi. En effet. Ok. Et comment vois-tu l'évolution du marché de l'immobilier avec tout ce qui se passe aujourd'hui, les taux, etc. Comment tu vois Moi, je prends l'évolution? ça comme une opportunité. Ok. À l'époque, l'opportunité, c'était d'avoir des taux intéressants, mais certains biens étaient chers à l'achat. C'est ça. Maintenant, ben, c'est la courbe qui s'inverse. J'entends beaucoup de gens dire «Ah, les taux sont super élevés». Oui, c'est Quand une j'en question parle que je avec pose, mes c'est pour ça. parents, ils avaient des taux 2 fois supérieurs à maintenant. Quand je parle avec des amis qui investissent aux États-Unis de ça, on parle des fois de 10-12% aux Ça. États-Unis, euh, et ça choque personne Donc là-bas. selon toi, il y a beaucoup d'opportunités qui sont Énorme. disponibles. J'investis à Bali. Le Balinais, s'il veut acheter, il a de 18%. Ok. Ouais. C'est vrai qu'on se rend pas 18%. souvent compte de la chance qu'on Et nous, a. ici, on se plaint parce qu'on est entre taux de 3 et du 5. Alors, je comprends que ça fait mal. Et je suis le premier à qui ça fait mal. Parce que, voilà, on paye d'intérêt. On va des fois payer 2 fois le bien si les intérêts sont super chers. Mais les prix d'achat, par contre, de l'immobilier, maintenant, on les renégocie à la baisse. Pendant le Covid, une maison qui était affichée à 200 000, elle partait vers 230, 240 000 parce que les gens étaient excités. Il y avait du 1%. Maintenant, la maison qui est affichée à 200 000, elle va peut-être partir à Donc il y a plus de négociations. 180, 160 000 euros. Donc, on Ouais. négocie à la baisse et finalement, on va payer un peu plus cher par mois d'intérêt, mais on va peut-être économiser 25 ou 30 000 euros sur Mais son les bien. vendeurs réagissent bien à cette. Ils se rendent compte que le marché est plus calme. Donc, il n'y a pas 40 visites comme il y avait à l'époque du C'est ça. Covid, mais il y en a 3, dont 3, peut-être Ouais. un qui a peut-être pas suffisamment de fonds propres, l'autre qui dit bah ouais, mais voilà, en fait, je suis en CDD depuis 2 mois, Ouais. donc ça fait peur. Et la troisième personne qui arrive peut-être avec un CDI ou un indépendant qui a déjà une boîte qui tourne bien C'est ça. et qui arrive et qui a suffisamment de liquidité ou en tout cas un profil plus sûr. Donc, Mais au c'est des niveau de tes opportunités. ventes, ça prend plus de temps, peut-être Moi, aussi? je vois effectivement que les ventes sont plus difficiles à faire, sauf pour ceux qui sont meublés. Ok. Ceux Ouais, qui sont donc c'est ça meublés, les avec les 3 gens. derniers que j'ai vendus, une visite. Ok. Donc ouais, plutôt Les miser sur photos le sont temps. Le magnifiques temps, ouais, ouais. et franchement, on met beaucoup d'argent dedans, hein. C'est un photographe professionnel qui vient, donc même moi, j'ai envie de les acheter, tu vois. Je me C'est dis, un autre type de client, peut-être. oui, et puis c'est des gens des fois un peu plus aisés, donc ça c'est pas mal en tant que revendeur, Ouais. qui arrivent et effectivement remettre 13 000 euros pour du mobilier. Je vais pas dire que c'est rien, mais c'est un travail qui est moins dérangeant à faire, à mettre la main au portefeuille. Tu as été présentateur à la télévision. Comment Ouais. est-ce que tu as atterri dans ce domaine et qu'est-ce que ça t'a apporté? Ah, c'est vraiment le plus grand des hasards. Donc oui, j'ai eu ma propre émission télé pour un peu plus d'1 an qui parlait d'immobilier. Je pense que si on m'avait proposé d'animer une émission sur les cuisines, je pense que voilà, j'aurais refusé parce que je ne suis pas formé là-dedans. Mais ça a été un des plus gros challenges de mes 10 dernières années, d'avoir une Ouais. émission, d'être présentateur, d'avoir des invités, lire un prompteur, préparer des émissions. J'ai eu 7 émissions en direct aussi. Avec beaucoup de spectateurs derrière, donc c'était un gros challenge. La productrice cherchait justement quelqu'un qui n'était pas journaliste, qui n'était pas présentateur. Dans ce qu'elle m'avait dit à l'époque, elle cherchait un passionné. Ok. C'était vraiment son critère premier. Et donc là, elle avait cherché sur les réseaux sociaux. Je suis fort présent sur Instagram Ouais. et Facebook. Et donc, elle a fait une casting, interview. Elle a fait venir 7 ou 8 personnes à la présentation. J'avais pas du tout l'impression que j'étais la personne qui m'en était le mieux sorti. Mais voilà, donc finalement, j'ai été sélectionné. On a fait quelques essais qui étaient au début très difficiles parce que lire un prompteur, c'est vraiment très compliqué de vous regarder, lire en même temps et faire comme si ça ne se voyait pas. C'est plutôt compliqué. Et puis finalement, on s'est rendu compte que le prompteur, c'est pas mon truc. J'ai du mal à lire. Et donc, j'ai travaillé avec des fiches. J'étais le seul de la rédac à lire, à travailler avec des fiches, donc un peu à l'ancienne. Et donc, je devais travailler beaucoup plus C'est ça. mes émissions, parce que je devais tout savoir. J'avais personne Et donc tu qui me donnait t'adaptes. mon Je me suis adapté. Mhm. C'était un challenge qui était assez compliqué. Et en même temps, ça m'excitait énormément parce que c'était un domaine que je ne connaissais pas du tout. L'audiovisuel, les émissions, le direct, quand tu as une oreillette, on dit 3, 2, c'est à toi. Bonjour à tous. Et comme si rien n'était, même si des fois j'étais malade et ça ne se voyait pas. Ça ne devait pas se voir. Donc ça, c'était vraiment une aventure incroyable. L'émission aurait pu effectivement continuer, mais mes choix de carrière ont fait que j'ai bifurqué sur d'autres choses. Peut-être qu'on te reverra plus tard. Peut-être, je suis fermé à rien. Je m'entends toujours très bien avec la productrice, une personne extraordinaire. Merci Charlotte d'ailleurs de m'avoir mis à l'antenne. Peut-être, je suis fermé à rien. Non, peut-être. Super, génial. Tu es aussi coach. Comment tu es arrivé et pourquoi tu as eu envie de faire ça? Et surtout, est-ce que tu as peut-être une réussite, un succès
de l'un de tes clients, l'un de tes formés? Alors, je suis devenu T'as- coach immobilier, hein. Je ne suis pas coach en nutrition, je ne suis pas coach en cuisine, mais vraiment coach en immobilier. Le fait d'avoir investi dans l'immobilier, c'est devenu vraiment une passion. Quelque chose, ça me drive tous les jours, c'est vraiment quelque chose qui m'anime énormément. Mais je me rendais compte autour de moi que plein de gens faisaient des erreurs où je me dis, mais c'est pas possible de faire de telles erreurs et ton banquier ne peut pas dire ça. Parce qu'on se sent seul. Il y a On est tout le beaucoup de temps, on personnes est qui se très sentent très seules. seul et des fois très mal conseillés, même des agents immobiliers Ouais. qui eux sont formés à vendre mais sont rarement formés à acheter. Et donc je me suis dit, c'est pas possible. Il faut que je puisse aider ces personnes. Et donc j'avais décidé à l'époque, en 2019, de faire un séminaire, c'est l'immobilier accessible à tous. C'est un séminaire qui a bien fonctionné, j'avais eu 125 personnes, donc la salle Ouais. était remplie, donc j'étais vraiment très content. C'était encore un nouveau challenge de parler devant des gens, expliquer l'investissement, qu'est-ce que c'était, les erreurs à ne pas faire et tout ça. Et à la fin, très agréablement surpris que plein de gens me disent maintenant, mais c'est très bien, j'ai compris, mais j'ai besoin de quelqu'un pour Accompagné. m'accompagner, d'un grand frère, d'un bras droit, d'un associé. Ouf, j'avais pas prévu ça. Ok, bah écoute, je veux bien être coaché. Donc ça s'est mis en place petit à petit depuis 2019. Naturellement, ouais. Et donc de là, effectivement, ça a pris de l'ampleur. Je me suis mis sur les réseaux sociaux. Puis il y a eu le Covid qui est arrivé. Donc je me suis lancé en 2019 comme Ouais. coach. 2020, on est confiné. Je voyais des gens qui faisaient des cours de yoga, des cours de cuisine. Je suis toujours pas coach en cours de cuisine. Je suis pas coach en cours de yoga. Mais je me dis pourquoi est-ce que moi je ferais pas aussi un live régulièrement. Et donc je faisais un live par semaine, tous les mercredis à 20 h, sur des thématiques spécifiques. L'investissement en colocation, Airbnb, à l'étranger. Enfin, chaque fois une petite heure, c'était sympa. Et puis au début, j'avais 30 personnes qui me suivaient, puis 500, puis ça a commencé par plusieurs milliers. Et il y a eu un boom assez, Ça intéresse beaucoup de monde de ouais, t'accompagner. énormément. Et alors moi, ça m'amusait parce que j'étais seul à la maison, parce que pendant le confinement, on était un peu seul à la maison, et j'avais l'impression d'être avec plein de gens. Donc c'était très bizarre. Je ressens plus ça maintenant, même, parce que ça n'existe plus trop. Mais donc c'est devenu un peu naturellement. Et puis Les il y gens a eu sont d'autres arrivés, les séminaires, coachings, j'en ai les fait séminaires. 4-5 par Ok. an. Et puis j'ai lancé Imo Academy avec un associé. Et justement, tu parlais une success stories. Un de mes participants, Gauthier, qui a acheté avec sa compagne Tayenne, deux Bruxellois qui me connaissent grâce aux réseaux sociaux, qui suivaient mes lives, qui disent voilà, on va prendre un coaching, on a autant de liquidités de possible, ils n'avaient pas énormément de fonds propres, on aimerait bien acheter un bien. On trouve le bien, ils achètent, super affaire, ils mettent en colocation, tout se passe super bien. Et là, Gauthier, on fait une petite vidéo un peu comme maintenant, où on parle de son projet, vous pouvez la voir sur YouTube. Il dit, toi et moi, une fois, on fera du business ensemble. Et on me dit ça toutes les semaines. Et j'ai dit oui, d'accord, pourquoi pas. Et puis, je sais pas, il y a eu un truc, on s'est recontacté et on a lancé d'abord un premier groupe d'investisseurs avec des anciens participants parce que les gens trouvaient ça génial d'être accompagnés. Mais l'après, des fois, tu es un peu frustré de dire oui, mais maintenant le coaching est fini, mais moi je vais toujours être resté en contact avec toi, je vais devenir ton ami. J'ai dit oui, mais bon, un peu compliqué, mais c'est pas grave, on va créer un groupe d'investisseurs. Et donc les anciens participants se sont tous mis ensemble, on se voyait plus ou moins une fois par semaine, une fois par mois. Euh, et, euh, et de là, avec Gauthier, on a créé ce groupe à deux. Dans le but de pouvoir accompagner plus de monde en même C'est temps. ça. Et puis on s'est dit, est-ce qu'on ferait pas ça plutôt à la grande échelle? Parce qu'il y a ton cousin qui veut rentrer dedans, parce Ouais. qu'il y a la copine d'un des participants. Et on se dit, ok, mais est-ce qu'on ferait pas plutôt autre chose? Pas juste se voir boire un verre? Est-ce qu'on n'apporterait pas plus de valeur? Et donc c'est là qu'on a décidé de lancer Imo Academy à deux. Donc un Ok. participant avec Gauthier, on a lancé Imo Academy. Et là, c'est un cursus sur 4 mois où on aborde toutes les facettes de l'immobilier. Comment gérer ses travaux, comment financer, comment ne pas se faire avoir avec toutes les erreurs qu'on peut faire, investir en colocation, Airbnb, créer sa société immobilière, comment faire des levées de fonds. Enfin, on va vraiment très très loin, c'est très poussé là-dedans. Donc on a déjà fait 3 sessions. Il y a une nouvelle qui arrive en janvier, donc c'est la troisième justement en janvier. Ça marche super bien. Ça nous permet de nous créer un nouveau réseau. On a de nouveaux Ouais. amis, mine de rien, parce qu'on voyage avec certains de nos membres. Et, euh, et ça va très Oui, loin. Et ça leur maintenant, apporte Gauthier, beaucoup. Ouais. c'est plus qu'un simple associé pour Imo Academy, parce que c'est un associé enfin, on a créé une société à deux de marchands de biens, et on achète beaucoup de biens, on crée de la valeur. Enfin, c'est impressionnant. Si on m'avait dit il y a 2 ans, tu rencontreras Gauthier, et je dirais, ok, très chouette, mais C'est pas vrai que qu'on allait parfois on faire voit à pas ce point. l'opportunité derrière qui peut arriver. Impressionnant. En un an, on a acheté plus que ce que j'avais peut-être acheté en 8 ans d'investissement. Donc les formations et les coachings, ça a été un tournant aussi dans ta carrière alors. Financièrement, non, parce que j'ai jamais Ouais. eu besoin des coachings pour vivre. Par contre, dans le fait d'avoir des C'est ça. rencontres et le côté exponentiel du côté humain et développement personnel, clairement.
Donc tu as écrit un livre, L'école ne forme pas les millionnaires. Est-ce que tu peux nous en parler? Pourquoi ce livre? Alors ce livre de base, c'est un peu une thérapie Ok. que je faisais avec moi-même. Faire beaucoup d'investissements immobiliers, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Mais mine de rien, ça m'a rempli le cerveau de plein de choses. Je ne suis pas très bon dans d'autres domaines, donc je n'étais pas très bon à l'école. J'ai toujours été un petit peu le canard boiteux, hein. Voilà, mes deux frères avaient toujours réussi leurs études et j'étais vraiment pas la personne qu'on prenait de référence à l'époque. Et, euh, et peu de gens comprennent ça maintenant. Je dis, ah, tu réussis, ça fonctionne, c'est Bon, génial. pas le début. Je dis, mais tout le reste toute ma vie, toute mon adolescence, tout le moment où j'étais à l'école, ça se passait pas aussi bien, c'était pas aussi positif que tu peux le voir maintenant sur les réseaux sociaux. Et donc je me dis, j'aimerais bien écrire un livre, pas forcément dans le but de le commercialiser, mais dire, voilà, moi ça va me faire du bien un peu de me rappeler mes débuts. Et donc ce livre, il commence quand j'ai 7 ans. Donc l'histoire commence quand j'ai 7 ans. Des phrases que des profs ont pu me dire qui à l'époque étaient très destructrices, qui maintenant m'ont forgé. Je me rappelle, je parle dans mon livre, à un moment, un prof qui me dit, toi tu seras chômeur professionnel, mais j'ai 7 ans. Ouais. Quand je me demande c'est quoi un chômeur, c'est un gars qui ne travaille pas, on n'a pas l'image très positive d'un chômeur. Et je me rappelle que cette phrase est restée. Je me rappelle du prof, hein, je le cite dans le livre, je ne vais pas le citer ici, mais je le cite dans le livre. Ça m'avait perturbé et je trouvais ça important. On se rend pas compte parfois les mots. Ouais. Déjà un peu de faire un kick comme ça à l'école et dire voilà, l'école ne forme pas les millionnaires. C'est un titre un peu accrocheur et c'est vraiment un choix. Je suis un peu des fois un peu comme ça dans le fait de peut-être bousculer les choses. L'école ne m'a pas formé à devenir indépendant. L'école ne m'a pas formé à devenir autodidacte, à pouvoir gérer mes liquidités, à pouvoir faire de l'investissement. L'école m'a appris effectivement à parler, à écrire, et encore, je n'écris pas très bien. Mais tout ça ne m'a pas permis de devenir le gars que je suis devenu aujourd'hui. Et donc, je voulais un petit peu, effectivement, faire un peu ce retournement de situation d'un gamin sur qui personne ne croyait, maintenant de devenir une référence dans son domaine. C'est ça. Et surtout, les autres, ouais. voilà, ce livre aussi, c'est pas un outil commercial, c'est pas ça qui va me permettre de bouffer fin du mois, donc clairement qu'on se le dise. Un livre, C'est plutôt un partage. Bon, ça c'est peut-être un best-seller une fois aux États-Unis, hein, on verra, mais à la base, c'est effectivement un partage. Et je voulais aussi transmettre ça à les plus jeunes, des gens que je croise des fois qui ont 15, 16, 17 ans, ou même des fois de 22, 23 ans, qui sont un peu en décrochage de la vie, parce qu'on veut absolument savoir ce qu'ils vont faire, ces jeunes, c'est important. On a la pression. On leur met une pression de dingue. Voilà, dès que tu as fini tes études, tu vas faire quoi, pourquoi, comment. Et lis ce livre et tu vas vite te rendre compte que si là maintenant tu n'as pas les réponses à tes questions. Moi, quand j'ai fini mes secondaires à 21 ans, je ne pensais pas du tout faire de l'immobilier. Je ne savais pas ce que j'allais faire. J'étais un peu paumé. J'ai fait des études de vente parce que c'était facile, parce que j'ai toujours été un peu bon dans la négociation, des choses comme ça. Mais ce n'est pas une fin en soi. Si tu ne trouves pas maintenant ta voie. Et alors c'est très drôle parce que ce livre a très bien fonctionné, j'en suis vraiment très content. Au début on le trouvait que sur Amazon, maintenant je le propose également sur mon livre. Peut-être qu'à un moment il sera édité par une maison d'édition, on verra. Avis aux amateurs. Avis aux amateurs. Mais l'idée c'était de partager, et là j'ai deux types de personnes qui me reviennent, en plus des monsieur et madame tout le monde qui achètent le livre parce qu'ils aiment bien le développement personnel, l'entrepreneuriat, l'immobilier. C'est que j'ai des parents qui l'ont acheté. Qui l'ont offert à leurs enfants, des fois sans motif, ce que je trouve des fois plus intéressant, des fois pour un anniversaire. Et alors j'ai des retours d'enfants, je pense à Mathéo qui a 15-16 ans, qui a 16 ans maintenant, que je ne connais pas de base, hein, c'est pas quelqu'un que je connais, complètement décrochage, pas du tout intéressé par l'école et ça, qui a lu le livre et qui maintenant, donc ça, je l'ai appris par sa maman, par les réseaux sociaux, me dit maintenant il ne veut plus qu'on lui donne de l'argent, enfin il veut de l'argent pour tous les anniversaires, toutes les fêtes, il veut de l'argent. C'est pour mettre de côté, pour faire de l'investissement ou pour plus tard lancer une entreprise. C'est top parce que plus on se lance tôt, plus c'est facile. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler de tes projets futurs? Alors là, j'ai un projet qui me tient à cœur depuis pas mal d'années. Ça fait 7 ans que j'ai envie de faire ça. Et là, c'est fait. Je pars dans 3 semaines. Je pars faire un tour du monde d'1 an, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Je ne me donne pas de date de retour en tout cas. Je sais que ça va durer plus ou moins 1 an parce que je pense que ça va faire du bien avant de venir retrouver mes proches et mon train-train quotidien. Mais voilà, là, toutes mes sociétés sont très florissantes, tout se passe bien, tout ça. Mais là, je me rends compte aussi qu'il était temps de concrétiser ce rêve. J'ai pas envie de le faire à 40 ans. J'ai pas envie de ne pas le faire non plus parce que voilà, les investissements, c'est trop bien, ça continue. Là, j'ai vraiment envie de prendre ce temps pour moi. Je pense que je vais quand même continuer à investir parce que c'est plus fort que moi, on s'arrête jamais. Et j'ai déjà investi quand j'étais à l'étranger en Belgique, donc je vais pouvoir, je pense, acheter
depuis l'étranger. Mais là, c'est un petit peu une parenthèse que je m'octroie à deux, parce qu'on fait ça en amoureux. Et ouais, c'est un sacré projet. Et après ce tour du monde, Inch'Allah. Là, je n'ai pas à me dire je vais rentrer, faire ci, ça. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y aura encore de la télé, peut-être qu'il y aura d'autres investissements, peut-être que je relancerai des séminaires. Ça risque d'apporter beaucoup de changements dans je ton pense. voyage comme ça en général. Peut-être que je vais revenir et que je vais vouloir être en t-shirt et en tongs toute la journée et qu'on me laisse tranquille et que je vais regarder des émissions à la télé. Alors, je n'ai pas la télé, mais je vais acheter la télé juste pour ça. Peut-être. Voilà. Le après, on verra. Ok. Mais là, le demain, c'est un tour du monde. Ouais. On commence par suivra Bali, ça sur tes réseaux. Oui, je pense que je vais un peu en parler dans mes réseaux sociaux quand même. Pour Super. motiver les gens à dire, voilà les gars, c'est possible. Tout le monde peut le faire. Quand j'ai commencé l'investissement immobilier, j'avais très peu de fonds propres, moins de 10 000 euros. Je me suis battu. Ça a pris, voilà, pour mon cas, ça a pris 7 ans et plus ou moins 10-12 ans pour pouvoir vraiment faire tout ce que je voulais. Et, il y a du temps, il y a des étapes avant d'arriver aux objectifs. Je n'aurais pas pu partir en tour du monde après les 3 premières années d'investissement. Là, c'est vraiment le moment parfait pour moi. Je pense que j'aurais pu partir déjà il y a 2-3 ans, mais là, c'est plus ma situation amoureuse qui n'était pas encore stabilisée. Là, tout est stabilisé partout. Donc, parfois, les étoiles s'alignent bien tout s'aligne et c'est bien. parti. Là, c'est le moment. Ouais. Et justement, qu'est-ce que le succès pour toi? Qu'est-ce que la réussite? Alors, la réussite pour moi, c'est d'avoir cru en soi, de s'être fait confiance et d'arriver là où la personne voulait arriver. Parce que ma réussite à moi m'appartient, me concerne. Demain, si tu n'as pas toi la même réussite que moi, c'est pas pour autant que c'est un échec. Chacun a vraiment son propre son fil rouge, son dynamisme intérieur. Et c'est ça moi qui m'a challengé, c'est d'être arrivé là. Là, je suis parfaitement où je voulais arriver, même bien plus loin, mais je suis au moins arrivé là où je voulais arriver. Pour conclure, peut-être une question un peu plus subtile. Qu'est-ce que le bonheur pour toi? Ouais. Qu'est-ce que le bonheur pour moi? Alors ça fait, je sais pas si ça fait longtemps que j'ai l'impression de l'avoir ou pas, parce qu'on a toujours l'impression que c'est toujours un peu plus vert ailleurs, hein, c'est toujours comme ça. Mais je me sens là, en tout cas, très heureux de faire ce que j'aime, avec les gens que j'aime. J'ai ce luxe, en tout cas ce choix maintenant de faire uniquement ce que j'ai envie de faire. Il n'y a rien que je fais que je n'ai pas envie. Et ça, pour moi, c'est le bonheur. Et cette liberté. Demain, je peux partir des années. Ce que j'ai construit avant ne va pas s'effondrer. Je vais devoir quand même un peu le surveiller pour que ça se passe bien. Mais j'ai tellement, je pense, bien délégué, c'est tellement bien cadenassé, bien réfléchi, que ça ne pourra pas s'écrouler comme un château de cartes. Il va y avoir des problèmes, assurément. Donc, ouais, je pense que là, je touche le bonheur. Donc, tu as bien stabilisé pour arriver à tes rêves et pour finalement atteindre ce bonheur. C'est ça. Et des rêves, je pense pendant ce voyage, je vais en créer des nouveaux. Des rêves, je pense comme un enfant qui s'endort, il y aura toujours des nouveaux. Et moi, ces rêves, je les sens quand même chaque fois atteignables. Il n'y a pas un truc auquel je me dis, ça, c'est pas possible, quoi. Ok, merci Laurent en tout cas pour ton échange, pour ton parcours. Et on va suivre tes voyages sur les réseaux. En tout cas, on espère que tu vas partager. Avec grand plaisir. Tu as aimé cette vidéo? N'hésite pas à t'abonner pour d'autres témoignages et à bientôt.